Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Au lendemain d'un débat brutal du second tour qui a vu s'opposer Marine Le Pen et Emmanuel Macron, et alors que nous votons dans 3 jours pour notre prochain président de la République, je vous propose de nous interroger ce matin sur le sens de la démocratie en nous intéressant à une audition qui s'est déroulée dans le cadre des travaux de la mission sénatoriale sur la démocratie participative, paritaire et représentative. Cette mission d'information a été mise en place à l'initiative du groupe UDI-UC. Elle a d'ailleurs pour rapporteur le sénateur Philippe Bonnecarrère, qui est parti d'un constat. Aujourd'hui, les élus n'ont pas bonne presse et un véritable fossé s'est creusé entre les décideurs et entre les citoyens. Et donc, pour améliorer la situation, il faut donner plus d'efficacité, mais aussi plus de légitimité à la prise de décision. C'est dans le cadre de ces travaux que les sénateurs ont entendu le 19 janvier dernier Marcel Gauchet. Marcel Gauchet est philosophe, il est directeur d'études à l'EHESS et pour lui, il y a une grande difficulté aujourd'hui pour les décideurs à recueillir l'accord des citoyens. Et pour lui, la légitimité de position acquise par l'élection au suffrage universel doit aujourd'hui être complétée par une légitimité de décision. Il préconise donc de renforcer les démarches de diagnostic, de bien dissocier le sens d'une réforme de son application juridique ou technique, ou encore de donner plus de place à l'évaluation des expérimentations, sans quoi notre démocratie devient, je le cite, une vétocratie. Tout de suite donc, retour à cette audition qui s'est déroulée le 19 janvier au Sénat. Aujourd'hui, les auditions de notre mission d'information en accueillant M. Marcel Gauchet, directeur d'études à l'École des hautes études et sciences sociales. M. Marcel Gauchet est aussi le rédacteur en chef de la revue Le Débat depuis sa création en 1980. Je dois vous avouer, monsieur, que le viticulteur que je suis aime entendre qu'il se définit comme un typique produit de la méritocratie républicaine. Ça m'a plu. Il est surtout l'un des meilleurs théoriciens contemporains de la démocratie et témoigne notamment la vaste réflexion de l'avènement de la démocratie dont le 4e et dernier volume, Le Nouveau Monde, doit paraître à la fin du mois. 4 tomes pour aborder ce sujet nous ramènent à la posture d'humilité que nous devons avoir au sein de cette courte mission. Dans vos ouvrages, vous avez révélé notamment les paradoxes de notre société et ceux de notre démocratie, en tentant de les expliquer par des facteurs anthropologiques et historiques. Vous pensez que la démocratie ne peut se limiter à un régime politique, c'est également un état social, une nouvelle manière d'être de l'humanité au sein d'une société des individus. La liberté des individus ne se définirait plus par sa participation à la vie politique, mais par sa possibilité de se retirer de cette vie politique au risque de laisser dépérir des institutions démocratiques et des acteurs collectifs, partis, syndicats. Alors que notre mission s'interroge sur les moyens d'améliorer le fonctionnement de notre démocratie représentative, de renforcer le lien de confiance entre les citoyens et leurs élus et de parvenir au bon équilibre avec le développement, votre point de vue va très certainement enrichir notre analyse. Je vous indique que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo et d'une diffusion en direct sur le site internet du Sénat. Elle est également ouverte au public et à la presse et fera l'objet d'un compte rendu écrit. Voilà, Monsieur Gauchet, je vais vous laisser la parole pendant une dizaine de minutes. Et puis donc je passerai la parole à notre rapporteur et à nos collègues qui vous poseront quelques questions. La question qui motive votre réflexion est bien sûr très pratique. Elle part d'un constat qui est aujourd'hui au cœur de l'action publique, à savoir sa difficulté à recueillir l'assentiment des citoyens, ou en tout cas de l'entièreté des citoyens, au point que notre démocratie peut paraître tournée à certains égards à une vétocratie. Constatons d'ailleurs que l'un des programmes des candidats à la primaire socialiste institutionnalise pratiquement dans son programme cette vétocratie en proposant de rappeler et de soumettre à la décision collective, au référendum, si on comprend bien, tout texte émanant de l'exécutif et des assemblées qui ferait l'objet d'un rejet de la part de 400 000 citoyens.
c'est évidemment une situation qui interpelle les praticiens que vous êtes, mais aussi qui est au cœur de la réflexion sur l'évolution contemporaine de la démocratie. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a en effet une réponse qui paraît s'imposer par simple bon sens face à cette situation de blocage potentiel, qui est d'ouvrir la décision publique à une participation plus grande des citoyens. Cet apparent bon sens est-il la bonne réponse? Voilà la question qui nous est posée. Et je vous dirai tout de suite, à mon sens, que non, en essayant d'argumenter évidemment ce point de vue. Non que, par principe, j'ai quelque chose contre le principe de la participation démocratique, bien au contraire, mais est-elle dans le cas la réponse au problème posé? L'analyse de la vraie demande sociale qui est là est toute notre question. Quel est le vrai fond du problème? Je vous ferai une proposition brièvement que nous pourrons évidemment approfondir au fil de la discussion à ce sujet. Il me semble que nous avons affaire à un déplacement de la légitimité démocratique, comme il s'en est produit d'autres dans l'histoire de la démocratie, et comme les précédents, celui-là se fait à bas bruit, de manière implicite, sans revêtir de théorisation, sans être même très conscient chez les acteurs. Mais le fait est, le résultat est là. L'élection ne confère aujourd'hui qu'une légitimité de position. Une légitimité très forte, qui a puissamment contribué à la pacification démocratique. On peut constater que même des personnages publics qui bénéficient d'une très faible cote de popularité, pour reprendre ce simple repère, ne sont nullement contestés aujourd'hui, comme cela a pu être le cas par le passé, dans l'exercice de leurs fonctions. Personne, aucune voix significative, même dans les partis les plus extrémistes, ne réclame, par exemple, le départ d'un président de la République au motif de son impopularité sanctionnée par toutes les mesures disponibles. Donc, cette légitimité-là est enracinée. En revanche, elle ne donne pas de légitimité de décision. Et c'est là un constat qui est enregistré plus ou moins confusément par tous les protagonistes du jeu politique. Cela donne par exemple ces propositions, comme qu'on a pu entendre cette fois au cours de la primaire de la droite, de considérer que l'élection comme en quelque sorte un pacte sur un programme défini, et dans ce qui serait ensuite immédiatement et le plus vite possible traduit dans une série d'ordonnances après lesquelles, en quelque sorte, le pouvoir se réfugie dans son château fort et attend que ça se passe en essayant de calmer les prévisibles oppositions que la méthode ne manquera pas de susciter. On a vu que cette démarche suscitait chez les acteurs même du jeu politique un scepticisme certain, qui traduit bien, à mon sens, la perception de cette chose. Le problème est cette dissociation qui fonctionne dans l'esprit des citoyens. Sur ses racines, on peut s'interroger ensuite, mais je laisse le point de côté, je me borne au constat dans ce premier temps, entre l'indiscutable décision populaire sortie du vote et la capacité ensuite de définir, à partir de cette position légitime, une action, elle, considérée comme légitime. C'est ce qui se vérifie sur les grands et les petits choix qui peuvent être effectués par le législateur et l'exécutif. Je crois que c'est le point essentiel à traiter. Par rapport à ce problème, la participation est-elle la bonne réponse?
je vous le disais, je suis convaincu que non. Je suis convaincu que non sur la base d'un examen d'un certain nombre d'expériences qui ont été faites dans ce domaine. C'est un point très important, parce que ce qui est engagé là, c'est ni plus ni moins la légitimité de la représentation. En fait, derrière les démarches de demande de participation, il y a une récusation de la capacité de la représentation à représenter valablement la volonté populaire. Est-ce le point? Je ne le crois pas. Toutes les expériences participatives, elles sont maintenant très nombreuses à l'échelle du monde, aboutissent au même constat. Cette participation est très minoritaire. Et en fait, la demande de participation émane d'une population très particulière, qui est une population militante, qui reconduit mutatis mutandis le problème de la représentation. C'est-à-dire que les participants ne sont pas plus légitimes à se prononcer que les représentants légitimement élus. Vous vous souvenez, il y a quelques années, il n'était bruit que de Porto Alegre, qui avait une municipalité brésilienne qui avait mis au point un budget participatif. On a abondamment phosphoré autour de cette affaire, jusqu'au jour où un politologue américain, bon américain, pragmatique, a eu l'idée que personne n'avait eu jusqu'à lui, en dépit de plusieurs années d'expérience, de compter les participants. Ce fut une déflagration dans l'univers militant, parce qu'il a abouti à la démonstration que ce fameux budget participatif concernait 3% de la population. Après quoi, on n'en a plus jamais parlé. Vous pouvez remarquer que Porto Alegre a disparu de la carte des utopies politiques. Celle-là a tourné particulièrement court. Substituer à une démocratie représentative une démocratie de la représentation des militants ou de la population directement concernée par une décision précise mais qui engage l'intérêt collectif, ou donc le jeu des intérêts particuliers ne paraît pas une réponse appropriée. Alors, où se trouve le problème, à mon sens? Je me permets de soumettre mon interprétation à votre appréciation. Il est vrai que, très communément, les gens, la base, la masse, les citoyens, ne se reconnaissent pas dans les décisions et ne se sentent pas engagés par la législation devant laquelle ils renâclent. Pourquoi? Non pas parce qu'ils n'ont pas donné leur avis, comme notre opposition trop simpliste entre démocratie directe et démocratie représentative le fait penser, mais parce que la motivation des choix n'est pas comprise. Et je crois que nous arrivons là devant une nouvelle dimension du processus représentatif qui est bien sûr présente dans les esprits, qui est intuitivement comprise, mais qui prend aujourd'hui une importance décisive, qui est sa dimension cognitive. Les représentants ne représentent pas simplement une volonté abstraite, ils représentent une fonction dans la vie collective qui est tout autant d'établir des diagnostics sur l'état de la société et ses problèmes que de trancher, de porter des décisions en réponse à des problèmes. Et je crois que, d'une manière assez générale, l'impasse actuelle de la politique démocratique que nous pouvons tous enregistrer, qui permet, à mon sens, même de parler d'une crise de la démocratie, d'un genre très particulier, tient à ce facteur. La vie politique est peuplée de solutions à des problèmes qui ne sont ni posés ni compris. Donc on a un marché de solutions sans comprendre quel est le problème auquel ils répondent. Et dans ce jeu, en effet, les citoyens ne se retrouvent pas. Je crois que le vrai problème se situe
à l'intérieur de la démocratie représentative et dans son jeu même, bien plus que dans une introduction d'une part de démocratie directe, qui est d'ailleurs prévue dans nos institutions sous la forme du référendum. Et on sait que c'est une procédure lourde, qu'il n'y a pas beaucoup de sens à manier pour des décisions somme toute secondaires. Je ne sais pas si faire un référendum sur une loi travail a beaucoup de sens, étant donné à la fois la complexité technique, l'impossibilité de réduire les choix à des questions simples. Mais oui, cette dimension de l'introduction de la démocratie directe existe à l'intérieur du jeu représentatif, mais le vrai problème me paraît se situer dans le fonctionnement même de la démocratie représentative et de ce qui est attendu d'elle. Les citoyens, c'est l'explication, à mon sens, du déplacement de légitimité que je mentionnais au départ, élisent des représentants non pas pour qu'ils portent une volonté qui serait en quelque sorte préalablement établie, mais pour qu'ils effectuent un certain travail qui est en partie explicité en amont au moment de la désignation et des campagnes électorales, mais qui porte bien plus vers l'aval au moment où, une fois en fonction, ils vont avoir à établir les termes à partir desquels les décisions vont être prises. Et dans l'esprit des citoyens d'aujourd'hui, les attendus de la décision comptent encore plus que finalement les choix qui sont effectués, dont ils ont en général très bien intégré le caractère de compromis qu'ils revêtent presque toujours dans le processus démocratique, puisqu'il s'agit de trouver des équilibres entre des intérêts ou des principes ou des valeurs, et de définir moins un choix abstrait dans l'absolu qu'une voie moyenne entre des écueils de différentes natures. Je crois que c'est là que se situe le vrai problème posé, c'est l'insuffisance des diagnostics qui illégitiment la décision publique. Et à partir je pense que la vraie réponse à cette situation, à cette vétocratie potentielle vers laquelle nous nous orientons, est la tâche qui revient aux législateurs, et c'est d'ailleurs, je crois, par rapport aux institutions qui sont les nôtres en France, un rééquilibrage salutaire. La part délibérative devient aussi, si ce n'est plus importante encore, que la part proprement exécutive, qui consiste à faire appliquer des choix collectifs. Merci, merci Monsieur Gaucher. Donc je laisse la parole à Monsieur le rapporteur. Oui, merci. Merci Monsieur le professeur pour cette présentation qui nous permet d'aller à l'essentiel. Vous avez compris que la préoccupation de notre mission est qu'elle est dans la décision, dans son sens d'efficacité et légitimité, qui sont deux termes que l'on a bien sûr retrouvés dans vos développements. Et pour être un tout petit peu plus pratique, l'interrogation que nous avons essayé de formuler à haute voix, donc le diagnostic, pour aboutir à l'aspect exécutif que vous appelez de vos voeux, est finalement sur pourquoi les choses bloquent aujourd'hui dans la société française, pourquoi on n'arrive pas à sortir de grands équipements, pourquoi les réformes structurelles ne peuvent pas être réalisées, et finalement, pourquoi nous avons des difficultés d'appropriation de la décision. Vous venez de nous donner vos premières réponses dans la notion d'attendu, dans le processus amont de diagnostic avant d'arriver au volet délibératif. Alors, quelques questions à partir de votre introduction. Premier élément, est-ce que c'est un problème franco-français? Est-ce que c'est un problème plus large? Et deuxièmement, même si nous subodorons par avance votre réponse, est-ce qu'on est là face à un problème conjoncturel qui peut se régler par telle ou telle régulation plus ou moins homéopathique de nos institutions, ou est-ce qu'on est sur un problème, une question qui s'inscrit dans la durée et qu'il va donc falloir traiter de manière plus faciale comme un élément structurel, non pas conjoncturel?
Sur la première question, la réponse est simple et formelle. Non, ce n'est pas un problème franco-français, c'est un problème général dans les démocraties occidentales, et avec des intensités particulières qui tiennent aux traditions nationales. Et c'est un problème dont on peut comprendre qu'il revêt en France une importance particulière à cause tout simplement de l'idée républicaine qui reste extrêmement présente dans notre culture politique et qui fait que sur ce genre dans les crises de la démocratie, la France est toujours en avance. Elle n'est pas toujours en avance dans la solution. Mais elle a un ressenti politique particulièrement aigu. Alors, sur la deuxième question, et d'ailleurs on pourrait entreprendre un état des lieux qui serait tout à fait intéressant. La plus vieille démocratie européenne, on peut le dire, est le plus vieux, le régime représentatif par excellence, le régime anglais, offre des cas de blocage et de difficultés de la représentation tout à fait similaires, voire plus forts. Les pouvoirs publics échouent à mettre en œuvre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes en dépit de toutes les participations, y compris ceux qui ont été déterminés, mais les Anglais n'arrivent pas davantage à élargir l'aéroport d'Heathrow, qui est saturé sans issue. Bon. Donc, je crois que cette question se pose partout, et même l'Allemagne, qui se veut un exemple de démocratie pour des raisons faciles à comprendre, a des questions tout à fait similaires à traiter. Votre deuxième question engage bien davantage, évidemment, et d'une réponse beaucoup plus difficile. Je dirais qu'on est devant un de ces basculements du processus démocratique, comme on en a connu au moins un dans le passé, qui a été le déplacement de la légitimité des parlements vers l'exécutif. Ça a été la grande transformation du XXe siècle des régimes démocratiques. Il paraissait aller de soi, et ô combien pour, par exemple, les pères fondateurs de la Troisième République, que la souveraineté populaire trouvait son organe naturel dans le pouvoir parlementaire. Et puis, finalement, par une évolution qui a mis beaucoup de temps à décanter, mais qui s'est imposée de manière irrésistible, c'est du côté des exécutifs que le gros de la légitimité s'est déplacé. Et la Constitution française en vigueur en est une des expressions absolument exemplaires. Eh bien, il me semble qu'on est devant un déplacement de légitimité du même ordre, qui engage un autre type de relation entre les représentants et les représentés. C'est depuis le départ, ce problème hante le régime représentatif, mais il prend aujourd'hui une nouvelle actualité sous un jour qu'on n'attendait pas. Un de mes collègues éminents, qui s'appelle Dominique Rousseau, a proposé un concept intéressant qui perçoit une partie de ce problème qui s'appelle la démocratie continue, qui est précisément une réponse à la question d'origine. Nous élisons, mais que se passe-t-il dans l'intervalle des élections? Eh bien, je crois qu'on est sur ce même terrain. Ce qui est posé, c'est une question de la relation permanente, en effet, d'une certaine manière, entre ce qui se passe chez les représentants et ce qui se passe du côté des représentés, dans une demande d'intelligibilité de la décision publique qui connaît un nouvel approfondissement. C'est le genre de choses qui sont des exigences très confuses, qui ne sont pas anticipées par la théorie, en rien, qui au contraire en général peinent à rattraper le train qui est devant elle, et qui mettent du temps à trouver une traduction institutionnelle dans des procédures, dans des méthodes, et dans ce qu'on sait être la part essentielle
de la vie d'une démocratie, c'est-à-dire à côté de la lettre constitutionnelle, l'esprit du fonctionnement des régimes. Je crois que c'est un phénomène de cet ordre devant lequel nous sommes, qu'il va falloir trouver le moyen de traduire dans la mécanique de nos institutions et par des voies qui sont en partie imprévisibles, parce qu'ils relèvent d'une invention collective, ils relèvent aussi d'une offre politique. Nous sommes dans une de ces époques où nous voyons bien qu'une carrière s'ouvre aux entrepreneurs politiques qui ont des caractères parfois très déplaisants, mais qui sont aussi parfois une contribution à l'imagination collective, puisqu'ils savent, comme n'importe quel entrepreneur peut le faire, répondre à une demande collective dont ils ont l'intuition qui manque à leurs concurrents. Donc nous sommes probablement devant une évolution en profondeur de la démocratie que nous devons chercher à anticiper dans toute la mesure du possible, parce que la discordance entre le peuple et ses élus n'est jamais une chose souhaitable, mais dont il faut se dire qu'on va mettre du temps probablement à trouver la bonne réponse. Dans le cadre de cette crise de la démocratie, et je vais vous demander d'aller un petit peu plus loin sur, d'une part, la notion de démocratie participative et sur ce que vous venez de nous appeler une forme de démocratie continue dans la terminologie du professeur Rousseau, ou de relation permanente dans la présentation que vous venez de nous faire. Sur la question de la démocratie participative, vous nous avez fait part de vos réserves, elles sont très claires, et argumentées notamment par la faible participation. Nous connaissons d'autres arguments, d'autres de vos collègues mettent en avant ce qu'ils appellent l'asymétrie de motivation, en expliquant que les processus participatifs, quelque part, radicalisent, cristallisent structurellement, puisque certains ne participent jamais et participent toujours ceux qui sont les plus motivés, d'où la difficulté de voir apparaître des solutions dites d'intérêt général, pour utiliser une terminologie traditionnelle. Alors, ceci est vrai. Alors, nous le constatons sur le terrain, et mes collègues sont très habitués aux difficultés que l'on peut connaître dans ce que nous appelons des conseils de quartier, avec toujours les mêmes questions, toujours les mêmes personnes qui participent, toujours les mêmes logiques de voisinage. Donc, ça, j'allais dire expérimentalement, nous comprenons bien ce que vous voulez nous dire. En même temps, si je puis vous pousser un tout petit peu plus loin dans votre raisonnement, est-ce que toute la démocratie, tous les mécanismes dits de démocratie participative sont frappés des mêmes maux? Il peut y avoir des formes qui sont celles, par exemple, des panels, des conférences de consensus ou de conférences citoyennes, à partir des mécanismes soit de tirage au sort, soit de choix un petit peu par catégorie sociale, par zone géographique, qui quelque part objectivent la démarche, évitent d'être dans des débats de militants entre les personnes les plus motivées, les plus mobilisées. Et est-ce que ce type de procédure pourrait vous réconcilier avec la démocratie participative et quelque part avec la possibilité qui nous serait offerte d'objectiver les choses et de mieux définir ce que vous avez appelé les attendus de la décision publique? Je crois qu'il faut être ouvert, compte tenu de la situation que j'ai décrite, à un large échantillon de solutions qui peuvent se compléter. Ce qu'on a fait de mieux, en effet, comme démocratie participative, c'est, pour prendre la forme la plus formalisée, ce qu'un politologue américain a mis au point. C'est une technique et il la vend. Le sondage délibératif. Le sondage délibératif, c'est l'auteur de cette technique s'appelle James Fishkin, consiste à réunir un échantillon représentatif, soit à une échelle locale, soit à une échelle plus vaste, et à recueillir l'avis, c'est un sondage,
au final, mais sur la base d'un travail de délibération informée. Parce que, en soi-même, le panel de citoyens lambda, même s'il est représentatif, ne va vous donner qu'un résultat plus perfectionné que ce que va vous donner un sondage d'opinion banal. La qualité de ces sondages s'étant aujourd'hui en plus beaucoup dégradée. Donc on fait mieux. Mais sondage délibératif veut dire que non seulement on amène au panel qu'on a réuni un échantillon d'experts de la question, d'avis eux-mêmes pluralistes, qui peuvent permettre de se faire une idée des différents points de vue en présence, mais on permet en plus, on rejoint la conférence de consensus, aux gens du panel de discuter entre eux, d'échanger ces arguments, donc de se les approprier d'une façon beaucoup plus approfondie. Alors, ces sondages délibératifs sont très intéressants en général et donnent des indications très précieuses, qui ne se résument pas en plus à un pour ou contre de la pétition sur Internet, qui est un peu pauvre. Mais répondent-ils pour autant pleinement à la question? Je suis tout à fait convaincu qu'on peut et qu'on doit utiliser cette technique, mais elle n'est qu'un élément d'information. Et c'est là où je reviens à mon point principal, la demande principale des citoyens d'être entendus. Ce n'est pas simplement d'être entendus tout court, c'est d'être entendus de leurs représentants, ce qui est fort différent. Ça se passe à l'intérieur de la représentation. Et quand on diffuse les résultats de ces sondages délibératifs, on se retrouve de toute façon, dans le cas général de l'information, ça n'est qu'un avis parmi d'autres. Quand c'est un responsable, bon, il est recueilli, il peut avoir un effet. Quand c'est un responsable, pourvu de la légitimité que procure l'élection, qui prend sur lui ce diagnostic, il a tout de suite un relief extrêmement différent dans l'esprit des citoyens. Et ce qu'on peut redouter de ces formules, qui encore une fois, dont il ne s'agit absolument pas de contester la validité, c'est le fait qu'elles ne sont pas à la hauteur de la demande sur des points névralgiques, si intéressants que soient leurs résultats. C'est ce qui est en cause, c'est la conception même de la représentation et de la tâche attendue dans l'esprit des citoyens des représentants, qui est en fait une tâche d'élucidation, de connaissance, de diagnostic, et de définition des termes des problèmes en fonction desquels la décision publique peut être accueillie par ceux qui seront ensuite amenés à l'appliquer. Si nous résumions votre propos, monsieur le professeur, par un peu à la hache, je vous prie de m'en excuser, par une forme de double appropriation, c'est-à-dire que vous nous dites que dans l'idéal, il faut qu'il y ait un premier stade d'appropriation par nos concitoyens, ce que vous avez appelé une forme de délibération informée, qui pour vous rendrait possible une démocratie participative adaptée, et ensuite un deuxième niveau d'appropriation, l'appropriation par le représentant, qui vient s'armer de cette information des attendus pour ensuite argumenter et décider. Cette idée de ce double niveau d'appropriation pourrait correspondre à votre raisonnement? Mais vous en apportez une traduction parfaite. Je pense que ce sont deux étapes différentes. Deux étapes. Pardon. J'entends bien. Alors, toujours pour raisonner sur ces formes d'étapes successives, dans la discussion entre collègues sur la manière dont la loi est élaborée, souvent est exprimée l'idée qu'il n'y a pas de travail suffisant réalisé en amont du vote de la loi. Ce sont toutes les logiques d'évaluation, d'études d'impact, et qu'après le vote de la loi, il n'y a pas suffisamment de travail de vérification, de contrôle. Est-ce que ces deux éléments pourraient être pour vous, là aussi, une réponse possible
à l'interrogation qui a été la vôtre tout à l'heure sur la légitimité et la pertinence de l'action politique. Ce sont des éléments importants, mais qui me semblent secondaires au regard de la construction d'un diagnostic partagé. Je vais prendre deux exemples de notre actualité qui me semblent illustrer le point. J'ai été très frappé au moment des polémiques déclenchées par la loi Travail sur le fait, sur un problème pour ainsi dire, de chronologie politique, de calendrier. Quand François Hollande arrive en fonction, son gouvernement demande un rapport sur la compétitivité à Louis Gallois. J'ai été très frappé par la manière dont ce rapport, très dur par rapport à la situation française, a été accueilli de façon presque consensuelle, pourrait-on dire. Il n'y a pas eu d'opposition, de dénonciation, Et ce rapport était en fait, évidemment, un élément de diagnostic qui est resté en l'air et qu'on avait complètement oublié au moment où la loi Travail, qui d'une certaine façon était quelques années plus tard son application dans un domaine particulier, personne n'a fait le rapport, alors qu'il aurait dû être clair. Alors ça pose la question de la manière dont est conçue l'action publique, mais ça pose aussi c'est-à-dire quand on fait un rapport, il est fait pour être suivi des faits ou non. Ça, c'est une grande question qui est posée en général. Mais au-delà de ça, on voit bien que il peut y avoir un décalage saisissant quand justement le calendrier ne le permet pas, entre la réception d'une information et les conclusions qu'on en tire. Je crois que c'est une leçon de choses très utile à méditer. Le deuxième exemple que je prendrai est une question récurrente, celle-là, qui tourne autour d'une des questions publiques que je connais un peu moins mal que les autres, qui est la question de l'école, à laquelle je me suis beaucoup intéressé depuis longtemps. Si nous prenons l'état du débat public, vous avez un affrontement sur ce terrain entre deux types de solutions. La réponse traditionnelle à gauche est il faut augmenter les moyens, notamment en personnel, et la réponse traditionnelle à droite, c'est il faut donner de l'autonomie aux établissements et aux chefs d'établissement. Bon, on est enfermé dans un débat complètement rituel. Est-ce que, quelque part, existe un état des lieux des problèmes qui se posent dans notre système scolaire, sur les raisons de sa dégradation, sur laquelle tout le monde s'accorde à peu près, et sur la manière d'y répondre? Alors, de temps en temps, il y a une solution onirique qui se fait jour et qui dure en général peu de temps, parce que sa crédibilité est vite éprouvée comme limitée. Par exemple, le numérique va tout résoudre. Peut-être, mais en fonction de quoi? Et va résoudre quoi, précisément, par rapport aux difficultés qui sont posées? Nous avons périodiquement le psychodrame de l'annonce des résultats de l'enquête PISA. J'ai fait un petit sondage auprès de responsables, y compris de l'éducation nationale. Personne ne sait ce qu'est l'enquête PISA. Et j'ai appris d'ailleurs à cette occasion que l'administration en France s'oppose à la divulgation publique du test au motif que ça pourrait fausser les résultats. Partout ailleurs où j'ai eu l'occasion de parler à des enseignants de ce problème, ils ont l'enquête sous le nez et préparent leurs élèves à y répondre. Ils ont l'idée. Nous passons des tests dont nous nous interdisons de connaître la teneur. Bon, pourquoi ces questions ne sont-elles pas débattues dans les enceintes parlementaires, dans les commissions spécialisées? Pourquoi il n'y a aucun parti, aucune formation politique n'a-t-elle de porteur de connaissances spécialisées sur ce domaine qui nous permettrait d'échapper à cette question?
à cette impasse d'affrontement de solutions auxquelles personne ne croit, en fait, puisqu'ils sont au fond des espèces de dérivations d'une philosophie générale qui n'a aucun rapport spécifique avec la question posée. Je crois qu'on est devant l'exemple même de l'impasse que représente un certain type de traitement public des questions sans le diagnostic préalable, qui est la vraie demande adressée à la représentation. Toujours les attendus. Peut-être deux ultimes questions. Vous prendrez mon relais si vous l'acceptez. Bien sûr, mes collègues qui doivent avoir déjà beaucoup de questions en tête. Quelle place à l'expérimentation? On voit bien qu'on est à la recherche d'autre chose. Est-ce que l'idée d'avoir une expérimentation, soit dans un domaine, soit dans une région, vous agréerait, vous paraîtrait pertinente, ou au contraire vous agacerait parce que ça pourrait être considéré comme une forme d'indécision? Votre sentiment sur la pertinence ou non d'ouvrir un champ d'expérimentation dans la vie publique? Je suis fervent partisan de l'expérimentation, mais tout est dans la manière dont elle est effectuée. Parce qu'on en a fait beaucoup, en fait. Mais le résultat perce rarement le cercle des initiés, et la manière même de les apprécier est sujette à caution. Donc, je crois qu'au contraire, le principe de l'expérimentation rentre dans une philosophie qui me paraît la bonne par rapport à l'action publique en général, c'est-à-dire ce que nous savons être l'écart entre des intentions, si excellentes soient-elles, des anticipations si bien mesurées qu'elles soient, et ce qui va se passer en pratique, tout simplement parce que nous sommes dans des sociétés d'acteurs dont le comportement est en grande partie imprévisible, et que la réalité, en plus, comporte souvent des faces cachées qui se révèlent au moment où on essaye de la changer. Bon, c'est tout donc, dans le sens de ce que je vous disais précédemment, tout est, si on veut légitimer cette démarche d'expérimentation, dans la manière d'en exploiter les résultats. Et je crois qu'une expérimentation n'est pas simplement quelque chose qui doit se faire dans un coin à l'usage des initiés qui regardent un peu comment ça se passe, et surtout si ça se passe mal, on n'en parle plus, et on arrête les frais. C'est peut-être pas la bonne manière de procéder, c'est un vrai test public qui doit donc bénéficier de publicité et dont l'examen doit être confié non pas à quelques experts qui en tirent des conclusions qui emportent ou non la conviction, mais devenir un vrai objet de discussion. Pas de catimini. La notion simplicité, complexité. Dans les présentations qui ont pu nous être faites, est apparue l'idée que traditionnellement on demandait au monde politique d'essayer de simplifier, et que la société, elle, était face à des problèmes complexes, et que l'humilité serait plutôt de se dire comment on peut expliquer qu'à problème complexe, solutions multiples, diversifiées. Est-ce que l'on pourrait avoir, est-ce que pour vous, cela peut d'ailleurs rejoindre votre notion de diagnostic et de force des attendus, est-ce que vous pourriez un petit peu nous donner votre sentiment, et est-ce que vous partageriez l'idée que les choses ont quand même changé dans notre société, que effectivement les problèmes sont plus complexes, et que par rapport à ça, la représentation publique ou politique se doit d'accepter de prendre en compte cette complexité et de l'expliciter, ou est-ce que la nature de l'homme, c'est de rechercher perpétuellement une simplicité qui lui échappera? En tout cas, la nature de la pensée humaine est à coup sûr, la démarche scientifique est là pour l'attester, une recherche d'économie de moyens dans l'intelligibilité des choses. Alors, je vous avoue que je suis perplexe, si j'ose dire, face à cette notion de complexité, qui me paraît souvent un alibi. Et un alibi pour confondre deux niveaux de raisonnement très différents, qui sont le niveau
technique de définition des normes et le niveau des principes généraux qui conduisent à l'édiction de ces normes. Et il faut bien dire que quand on lit les textes de loi qui émanent de vos vénérables assemblées, on est quelquefois perplexe devant l'intrication de ces deux niveaux. Je crois qu'en plus, il ne faut pas... complexité peut fonctionner très efficacement comme un rideau de fumée pour dissimuler des compromis non avoués. La réalité du fonctionnement de nos sociétés, c'est qu'en effet, leur niveau de liberté, leur niveau d'information a considérablement augmenté, et on ne peut que s'en féliciter d'un point de vue démocratique, en dépit de tout ce qu'on peut dire par ailleurs sur le niveau de formation, etc. Et que du coup, de plus en plus d'acteurs sont en mesure de faire entendre leur voix dans toutes les décisions qui les concernent. Ça, c'est une réalité. Est-ce qu'il faut forcément appeler ça complexité? J'en suis pas sûr. Mais le résultat est certain, c'est qu'il s'agit bien d'aboutir à des compromis. Et je crois que la pire des manières de faire ces compromis, c'est de les dissimuler derrière une complexité de langage ou de disposition qui ne permet pas de saisir le sens de la décision même. Eh oui. Et si j'ose dire, le sens est toujours simple et l'application toujours compliquée. La nature du droit, c'est la complexité. Nous le savons. Et ça, c'est pas, il n'y aura jamais de droit simple dans des sociétés techniciennes, dans des sociétés à impératifs contradictoires, parce qu'il y a des groupes d'intérêts contradictoires et qu'il est normal que ces contradictions s'expriment. Mais ce sont des choses différentes dont je pense précisément que la pédagogie politique devrait consister à les dissocier soigneusement. Merci pour ces réponses. Donc, quelques collègues veulent poser quelques questions. Donc, notre collègue Catherine Génisson. Vous nous avez dit dans votre propos introductif deux choses qui me semblent très importantes. C'est que le vrai problème, c'est à l'intérieur de la démocratie participative. Ça nous concerne donc tout à fait directement. Et vous avez dit en même temps que vous pensez qu'il y a, et je pense qu'on le ressent d'ailleurs, un basculement du processus démocratique du Parlement vers l'exécutif. Les parlementaires que nous sommes, je pense que nous le vivons quotidiennement. Alors j'ai envie de vous demander, est-ce que pour vous, et je pense que la réponse que vous allez me faire est non, est-ce uniquement un problème institutionnel, et en particulier, est-ce que l'instauration du quinquennat et de l'inversion du calendrier favorise cette bascule vers l'exécutif? C'est peut-être un épiphénomène, mais sans doute pas la raison essentielle. Mais est-ce que la raison essentielle n'est pas, face à toutes les questions que nous avons évoquées, finalement, la pauvreté de, comment dire, de l'idéologie politique, que ce soit dans tous les partis politiques, aujourd'hui, finalement, le manque de propositions que l'on fait à nos concitoyens. Et puis, par ailleurs, vous nous dites aussi que nos concitoyens, et à juste titre, souhaitent la construction d'un diagnostic partagé et souhaitent être entendus de leurs représentants, avec le fait qu'on peut avoir cette relation effectivement directe entre le citoyen et le représentant élu, mais en même temps, ce représentant élu est élu à l'intérieur d'un groupe. Donc il est aussi un peu, il n'est pas toujours forcément totalement libre dans la relation qu'il a avec ses concitoyens, puisqu'il est quand même dépendant d'une certaine commande politique instituée par le groupe auquel il appartient. Alors, les questions que vous soulevez là engagent une espèce de, au-delà du problème précis dont nous parlions, une espèce de vision de l'évolution de nos régimes, et singulièrement en France. Je dirais que nous sommes devant un cas important de contradiction entre le rôle dont se trouve investi l'exécutif et singulièrement le président de la République
dans nos institutions et sa capacité d'y répondre. La demande croît, la réponse décroît. Et le résultat est patent. Et il est tellement structurel qu'on peut augurer, sans beaucoup risquer de se tromper, que la même contrainte s'exercera sur le... On cherche tout à fait à tort des explications dans la psychologie des personnes, non que ça ne compte dans des régimes aussi personnalisés, mais à l'évidence, il s'agit d'un problème de structure institutionnelle. Et ce qui me fait penser justement que nous sommes devant un cas type d'impasse bonapartiste, si j'ose dire. Au fond, la réponse serait de rajouter dans la capacité d'action de l'exécutif, mais je crois que c'est l'inverse. Il faut le désencombrer. Il faut justement reporter. La sagesse politique serait de reporter la charge en amont, puisqu'il est évident qu'il ne pourra pas y faire face. Vous avez raison, ça participe aussi d'un épuisement du discours politique, qui d'ailleurs oscille de façon tout aussi spectaculaire entre des programmes démesurés, catégoriels, ponctuels, qui peuvent aller jusqu'à 1000 pages. Nous avons franchi là un seuil psychologique dans la fabrication de ces programmes au cours de la primaire de la droite. Et puis d'autre part, la réduction flagrante, et quelquefois même avouée, la vision politique proprement dite à des valeurs, dont la définition est par nature élastique. Et ce grand écart est tout le problème de la capacité, comment dire, le pouvoir démocratique est fait pour que les citoyens se reconnaissent dans son action. C'est ça la demande. Ça ne se réduit pas à la délégation. C'est l'effet de miroir, en quelque sorte, qui existe entre l'action des représentants et ce que le citoyen de base discerne comme question qui se pose à la collectivité. Et peu importe, d'ailleurs, qu'il soit d'accord ou non. C'est pas le problème. Le problème, c'est d'être capable d'avoir une lisibilité de l'action qui est menée. En fonction d'un côté de cette pulvérisation dans des programmes dont la cohérence en plus n'est pas la partie la plus décisive, et puis des valeurs vagues et en fait partagées. Est-ce qu'il y a dans la démocratie, personnellement, j'ai employé une formule qu'on peut discuter évidemment, mais qui résume la chose, nous sommes en fait dans des sociétés caractérisées par un monothéisme des valeurs. Dans ces conditions, se réclamer de valeurs que tout le monde partage peu ou prou, avec effectivement des nuances dans l'application, des priorités, des échelles d'importance qui varient, mais qui relèvent de la même sphère, donne une impression de confusion, d'enlisement des pouvoirs dans des micro-décisions dont la cohérence générale n'apparaît pas, et au final d'impuissance à définir un projet cohérent pour le pays. Et c'est à cette situation-là qu'il faut essayer d'apporter des réponses. Est-ce que quelqu'un a une question, d'autres questions à poser? Donc moi j'aimerais bien poser une question, monsieur le professeur. Donc, on a bien entendu quelles étaient vos visions sur la fonction des élus, donc avec une volonté que nous devons avoir de partager un diagnostic, donc déterminer les enjeux et avoir cette légitimité de décision. Moi, je voudrais revenir un petit peu en amont par rapport donc à la légitimité des représentants, notamment par rapport donc à certains scrutins où il y a un taux d'abstention élevé, où là on doit se poser sur la réelle légitimité de l'élu. Et j'aimerais vous entendre aussi sur le mode de scrutin qui est le nôtre, savoir si effectivement dans l'idée de changer de mode de scrutin serait plus cohérent par rapport donc aux représentants. Et après, une dernière question sur est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui
dans les représentants, quelles que soient donc les assemblées dans lesquelles ils siègent, c'est réellement la représentativité de la société telle qu'elle est. Bon, au niveau du Parlement, Assemblée nationale et Sénat, très peu d'ouvriers, très peu de salariés, très peu d'entrepreneurs. Comment? Oui, non, mais je dis à l'Assemblée comme je dis au Parlement. Est-ce que vous pensez là qu'il n'y a pas quelque chose à améliorer? Je vais, si vous me le permettez, commencer par votre dernière question, parce qu'elle, justement, elle est un révélateur extraordinaire de l'enjeu des questions autour desquelles nous tournons. Qu'est-ce qui fait la représentativité d'une assemblée? Est-ce sa composition sociologique? Oui, dans une certaine mesure. Incontestablement, la chose qui le vérifie le mieux est effectivement la parité. Une société composée de citoyens masculins et féminins peut difficilement se retrouver dans une assemblée où il n'y a que des hommes. Bon, ça, je pense que la cause est jugée, on n'en parle plus. Donc, oui, dans une certaine mesure. Mais ça n'épuise pas la question. Imaginons une assemblée construite comme un panel d'opinion, qui serait un parfait reflet de la société, dans toute sa diversité de composantes. Est-ce que pour autant, cette assemblée serait nécessairement jugée plus représentative que celle que nous pouvons observer aujourd'hui, avec tous les biais que vous avez décrits, auxquels il faut se préoccuper de répondre? En effet. Eh bien, je ne le crois pas. Et cela nous met devant ce qui fait l'âme de la représentation. Je crois que l'expérience de pensée suffit à permettre d'en juger, bien que ce soit des choses qui se balancent. Ce qui compte dans cette assemblée, mettons, c'est pas le fait qu'il n'y ait pas d'ouvriers, mais c'est le fait qu'on ne s'occupe pas des problèmes des ouvriers. C'est le fait que ne soient pas représentées les questions que pose la condition ouvrière aujourd'hui, ou la condition féminine, ou la condition des immigrés. Et je crois que on voit bien là, sur cet exemple, que la dimension essentielle de la représentation, c'est sa dimension que j'appelle cognitive, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est-à-dire sa capacité à donner un écho aux préoccupations qui sont celles de la collectivité. C'est là que se joue vraiment la représentativité. Et imaginons qu'il n'y ait pas un seul ouvrier, mais qu'on parle de la condition ouvrière. Je pense, c'est ce qui s'est passé. L'exemple le plus illustre en la matière, c'est précisément le régime représentatif britannique. La Chambre des communes anglaise, au XIXe siècle, s'est distinguée par des rapports admirables, lisibles encore aujourd'hui, sur ce qu'était la révolution industrielle et ses conséquences sociales du point de vue de la condition prolétarienne, qui sont abondamment mis à contribution d'ailleurs par Marx dans ses écrits. Eh bien, une telle assemblée, fort peu représentative de la société de l'époque, avait bénéficié effectivement d'une légitimité représentative indiscutée à l'époque. Donc je crois qu'il faut panacher, et je crois que là aussi nous avons affaire à un panachage d'exigences contradictoires et dont l'équilibre est toute la tâche de la définition de nos institutions. Je dirais la même chose à propos des modes de scrutin. Je crois que la façon française d'opposer en bloc des solutions antagonistes est une mauvaise manière de se prononcer. Il est certain que nous avons en France aujourd'hui, dans la situation de tripartisme latent que nous connaissons, un problème de représentativité des assemblées qui impose un changement de mode de scrutin dans une certaine mesure. Toute la question. Mais oui, il faut évidemment, quand il y a 3 grands partis de fait présents dans la société et que 2 seulement, pour simplifier évidemment, sont représentés dans les assemblées, quelque chose ne va pas. Il faut effectivement imaginer une réponse à cette question. La réponse est-elle de passer à
au tout proportionnel et de faire une démocratie à l'israélienne en France. Je ne le crois pas du tout. Et qu'il y a effectivement des avantages du scrutin majoritaire, quels que soient ses défauts, qu'il faut conserver. Et je crois que la solution est dans le panachage des solutions qui ont toutes des avantages et des inconvénients. Et on ne sort pas du cercle depuis un siècle et demi qu'on en débat. Hein. On a, je crois, fait le tour de tout ce qu'on pouvait en attendre. Donc, c'est plutôt l'équilibre à trouver dans chacun de ces cas qui est la bonne manière de fonctionner, sans enfermer. Parce que moi, ce que je redoute dans le sociologisme, dans la sociologisation de la représentation, c'est une espèce de réduction extraordinairement dangereuse des représentants au porte-parole d'un groupe particulier. Que je sache, la vision française de la représentation, c'est que vous n'êtes pas élus les représentants d'un groupe particulier dont vous portez les intérêts, mais vous vous prononcez justement sur un intérêt général dont vous êtes porteur, et nous, je pense que les citoyens tiennent à accorder à leurs représentants la capacité de s'élever au-dessus du milieu ou de la profession ou du groupe social dont ils sont issus pour parler au nom de la collectivité. Si on en est, ou sinon, alors il faut plutôt remplacer les représentants par des lobbies professionnels. C'est d'ailleurs une idée récurrente dans nos démocraties, qui est une impasse complète. Et au niveau de l'abstention? Alors, au niveau de l'abstention, nous avons un exemple qui donne beaucoup à penser, qui est celui des États-Unis, où l'abstention électorale a des proportions qu'elle n'a nulle part en Europe, par exemple, et où en Europe, en Europe existe dans un certain nombre de pays cette chose qui est la traduction du principe, l'obligation de voter, sanctionnée par des amendes. En Belgique, le droit de voter, c'est pas un droit, c'est une obligation. Après tout, ça se défend tout à fait. Aux États-Unis, en gros, la participation dépasse très rarement 50%. Ce qui, pour évidemment les Européens, est un taux catastrophique. Et cependant, on ne peut pas dire que les représentants sont aussi mal vus là-bas qu'ici, mais pas plus et pas moins. Donc, c'est une question qui agite depuis longtemps la science politique et qui est presque impossible à trancher, parce qu'on peut. Alors, ce qui, dans notre passé, nous fait condamner absolument ce système, c'est l'idée qu'il y aurait des citoyens actifs et des citoyens passifs. Mais des citoyens passifs volontaires sont-ils des citoyens passifs au sens plein du terme? Voilà, la question est redoutable. Et est-ce qu'il faut considérer que nous avons affaire à un système censitaire de fait, comme un certain nombre de gens ont pu le plaider, ou est-ce que nous avons affaire, en fait, effectivement, au fonctionnement du corps électoral comme un panel d'opinion qui finalement est en gros représentatif parce que malgré tout, il est très transversal par rapport aux différents groupes sociaux. Ça, c'est une question ouverte que je crois personne n'est à ce jour en mesure de trancher. Sauf à prendre la chose sur le terrain des principes et de décréter l'obligation de voter. Chose qui me paraît parfaitement défendable, sans que je puisse absolument garantir son efficacité. Mais par rapport donc à la culture des Français, où il y a deux élections qui, au niveau participation, sont largement au-dessus des autres, c'est l'élection présidentielle et l'élection locale. Et on s'aperçoit qu'au fur et à mesure, dans les élections des collectivités territoriales ou européennes, plus on s'éloigne du citoyen et moins il y a de participation. Avouez que c'est mystérieux, parce que l'élection la plus éloignée, au fond, c'est la présidentielle, et c'est pas le critère qu'il faut faire. Donc il faut chercher à d'autres critères. Et l'explication, elle est où, là? L'explication, elle est dans la lisibilité de la capacité de décision des élus. Qui sait
parmi les citoyens, il y a eu un sondage récent là, qui m'a beaucoup interloqué, où une partie importante des Français ne savaient pas à quelle région ils appartenaient. C'est en fait le prolongement d'études qui ont été faites depuis longtemps, en particulier en banlieue parisienne, où la majorité des électeurs ne savent pas à quel canton ils appartiennent. Tout simplement. Donc le système institutionnel étant indéchiffrable, le pouvoir de décision de ces institutions n'étant pas compris, évidemment, la mobilisation dans ce cadre est faible. Et je pense que ça donne l'idée de ce que pourrait être la réponse. Donc la problématique vient du fait qu'il y a une mauvaise communication. Et est-ce que vous pensez que, au niveau donc du numérique et des réseaux sociaux, les pouvoirs publics devraient se servir davantage de ces systèmes de communication pour sensibiliser les populations? Oui, là-dessus, ça c'est une vraie réflexion qui a beaucoup de niveaux d'ailleurs. Qui, au plus général, engage l'accès aux données détenues par la puissance publique, y compris l'administration, pas simplement le pouvoir politique. Je pense que de ce point de vue-là, pour les Français, c'est une petite révolution. Ils ont un État remarquablement organisé, en dépit de sa désorganisation récente, mais qui sait énormément de choses sur la société, mais qui le garde pour lui. Avec c'est historique, c'est hérité d'une longue tradition, et je crois que de ce point de vue, l'ouverture de ces données, dont on s'aperçoit dès qu'on l'a fait, qu'elles sont abondamment consultées maintenant par l'intermédiaire du numérique, est un élément d'amélioration du niveau de la décision civique très important. Donc je crois qu'il y a de ce côté-là vraiment un outil possible. Et l'ésotérisme de ce qui se joue au niveau des assemblées départementales, au niveau des assemblées régionales, ne parlons pas du niveau européen, parce que là, le problème se complique encore davantage, est certainement une des manières dans la durée, parce que ces choses se font progressivement, c'est le caractère viral de l'information numérique, un moyen d'impliquer davantage les citoyens dans la mesure où ils ont accès à ce qui s'y passe, qui est complètement... Nous avons vu, j'ai été très frappé pendant la campagne régionale, on avait d'un côté un discours disant... voter parce que c'est très important, en fait on a beaucoup de pouvoir, on peut faire beaucoup de choses, et puis de l'autre une avalanche de mesures ponctuelles qui devaient concerner chacune un petit groupe particulier. On ne rend pas lisible l'action publique, et dans ces conditions évidemment l'abstention me semble normale. Alors ne parlons pas du niveau du Parlement européen où personne, je veux dire, vous demandez... C'est très facile à mesurer, ça demande juste un peu de moyens. Combien de gens pourraient vous citer en France une décision du Parlement européen depuis l'élection récente qui a été opérée? Bon, donc, le président de la République, on le voit tous les jours à la télévision, et il parle quand il y a un choix important, on sait ce qui se passe. Donc, quand on ne sait pas ce qui se passe, donc tout ce qui va dans le sens d'améliorer l'information sur les choix qui sont effectués, effectivement, améliore considérablement les choses, y compris Alors, je pense qu'il y a, par exemple, en France, une procédure totalement dépassée et qui, au niveau local, joue un rôle extrêmement important, c'est l'enquête publique. La soi-disant enquête publique qui n'a de public que le nom, qui est une pure affaire d'initiés. Alors que là, on a des moyens considérables d'élargir l'information sur les sujets qui sont théoriquement entrepris. Le rôle de nos commissaires enquêteurs et leur recrutement et leur manière de fonctionner étant un sujet inépuisable. C'est quelque chose qui, alors là, au niveau local, joue un rôle extrêmement important et qui pourrait être bien amélioré de façon très tranquille et sans bouleversement majeur au moyen du numérique. Oui.
On a évoqué effectivement, grâce aux moyens du numérique, la possibilité de mieux informer. Je pense que tout simplement, enfin, le mode d'élection joue peut-être un peu aussi. On sait quand même que le scrutin à la proportionnelle pour les élections européennes et le pouvoir, en tout cas en France, de recasement des partis politiques, des délaissés d'autres élections qu'on envoie au Parlement européen, fait qu'on a enfin pas tous, mais quand même un certain nombre de parlementaires européens et qui existent dans tous les partis, qui ne se sentent pas du tout redevables vis-à-vis des citoyens de l'action qu'ils mènent au Parlement. Je pense que, d'ailleurs, quand on interroge nos concitoyens, peu connaissent le parlementaire européen de leur région. Bon, ça, c'est une chose. Donc, je pense qu'il y a quand même aussi, enfin, quand on est élu de la nation et quand on est élu européen, un devoir d'information régulier de nos concitoyens à opérer. Tout à l'heure, vous avez évoqué le sujet de la représentativité des élus. Vous avez parfaitement raison de dire qu'on n'a pas une représentativité catégorielle, qu'on soit homme ou femme d'ailleurs. Néanmoins, quand vous regardez les compositions des délégations aux droits des femmes, tant à l'Assemblée qu'au Sénat, la représentativité féminine est très supérieure à celle de la représentativité masculine. Et puis quand vous regardez la composition des commissions, vous vous rendez compte que dans la commission des lois, vous avez un maximum de personnalités issues de professions relevant du droit. Quand vous êtes à la commission des affaires sociales, des représentants issus du monde de la santé, un peu du monde du travail. Quand vous êtes à la commission de la culture qui traite de l'éducation nationale, beaucoup de l'éducation nationale. Il y a peu d'artistes, il faut bien reconnaître, chez nous. Et malheureusement, ce qui fait que la tendance est à un moment donné de traiter le sujet de façon beaucoup plus technicienne que politique, finalement. Parce qu'on est toujours, on parle au nom de ce que l'on connaît, et on a sans doute de la difficulté à prendre en compte uniquement l'intérêt général. Je crois que c'est ainsi que fonctionne le Sénat et l'Assemblée. Moi, pour les avoir fréquentés, ces deux assemblées, je retrouve ce que je considère les mêmes travers des deux côtés. Alors, votre constat à l'égard des élus européens est très flagrant. Ça, c'est un comportement qui est presque, comment dire, ils se considèrent presque comme des envoyés en mission de l'Europe, beaucoup plus que comme des représentants ou des médiateurs, en quelque sorte, entre l'administration européenne et leurs électeurs. C'est un constat qui appelle, en effet, réflexion. Alors, vous soulevez une question qui a été décisive dans l'histoire de la représentation. C'est cette articulation entre compétences et représentation de l'intérêt général. Au XIXe siècle, ça a pris la forme d'ailleurs de la légitimation du scrutin censitaire. Puisqu'on disait, mais comment des gens très peu lettrés, ne parlons pas même d'analphabètes, peuvent-ils prendre part valablement à des discussions sur des choses qui demandent un haut niveau d'information? Et finalement, on retrouve cette question avec le problème de la compétence aujourd'hui. Vous avez raison, d'un côté, ça donne une spécialisation outrancière des commissions parlementaires qui est très flagrante, ça a été d'ailleurs comptabilisé d'une manière très précise, et puis d'autre part, un reproche permanent qui est fait au personnel ministériel d'incompétence dans son domaine. Ça, alors là, c'est récurrent quand dans ce domaine de l'éducation que je connais encore une fois un peu mieux que les autres, ne parlons pas du monde de la recherche, les ministres sont systématiquement accueillis par une bronca du milieu professionnel disant « ils y connaissent rien ». Ça, c'est une tension constitutive sur laquelle il faut s'expliquer. Et plutôt que d'improviser, je pense que ça demanderait une vraie réflexion. Je crois que dans chaque domaine, un panachage, là aussi, de techniciens qui sont indispensables. Évidemment, on comprend bien que les discussions budgétaires relèvent d'une compétence très particulière. Et on peut le dire dans tous les domaines, d'une certaine façon. Et cependant, il faut aussi des gens qui sont là pour représenter le bon sens citoyen.
c'est-à-dire la compréhensibilité des décisions qui sont prises. Et c'est cet équilibre qu'il faut, je pense, procéduralement aménager. Je pense que ce n'est pas des choses... On ne peut plus être dans la spontanéité et finalement l'aiguillage naturel. Vous êtes compétent dans le domaine financier, vous allez aux finances, vous êtes compétent dans le domaine social, vous allez à la commission des affaires sociales. À chaque fois, il faut se préoccuper de la manière dont on établit l'équilibre entre deux points de vue qui sont aussi légitimes l'un que l'autre et aussi nécessaires l'un que l'autre. Et parce qu'on aboutit effectivement à des situations cocasses d'un ministre effectivement incompétent qui a en face de lui des parlementaires très compétents et un remarquable dialogue de sourds s'ensuit, dont on a eu quelques exemples illustres. C'est absurde. Justement, c'est le terrain d'entente qui est important dans la démocratie. Alors, sur la question, un dernier mot si vous me le permettez, sur la question, vous avez employé le mot d'information. C'est un mot dangereux, enfin, c'est un mot compliqué à manipuler, parce que ce qu'il ne faut pas faire, c'est ce que j'appellerais, en caricaturant, l'information propagande, qui est abondamment pratiquée, par exemple, par les assemblées de toute nature régionale, qui consiste à faire valoir, vanter les résultats de son action. C'est mettre à disposition des citoyens, et les moyens numériques le permettent à moindre coût, c'est beaucoup moins coûteux que des luxueux bulletins des différents conseils, mettre à la disposition des citoyens des informations qui leur permettent de se faire une idée précise, oui, de s'approprier les termes de la décision. C'est très différent. Voilà pour cette audition de Marcel Gauchet, qui est philosophe, historien, directeur d'études à l'EHESS. Une audition qui s'est déroulée le 19 janvier dernier dans le cadre de la mission sénatoriale sur la démocratie représentative, participative et paritaire. Mais une audition qui reste d'actualité en ce grand moment de rendez-vous démocratique, alors que nous votons dans 3 jours pour notre prochain président de la République. J'espère que vous vous serez intéressés aux idées de Marcel Gauchet pour davantage réconcilier les citoyens et les décideurs. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes nos éditions sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.